J'ai découvert Magic en 1994, à l'été 1994, si mes souvenirs sont bons, juste avant l'arrivée des The Dark. J'ai découvert ça parce que le Mops à l'époque travaillait dans une boutique. On était joueurs de jeux de rôle, il lisait Casus Belli, et dans Casus Belli, il a lu un petit article signé Croc, je crois, qui vantait les mérites d'un jeu qui arrivait des États-Unis, avec de la collection à faire à l'intérieur, des combos, des cartes rares dans les paquets, on savait pas ce qu'il y avait, etc., etc. Et puis forcément, quand les paquets sont arrivés, on est tombé dedans. Très largement tombé dedans. Quand les premiers paquets sont arrivés, je me souviens que j'ai dit au Mops, « Ouh là là, ça sent la trappe couillon, ça. Jamais tu me feras jouer à ça parce que ça va être un gouffre à pognon. » Ce malin de Mecklin me dit, « Écoute, ce que je vais faire, c'est simple, je vais prendre 2 paquets de base et 4 boosters. Il y aura un paquet de base pour toi et 2 boosters pour toi, un paquet de base pour moi et 2 boosters pour moi. On jouera et puis je les récupérerai le soir pour aller chez moi. Parce qu'ils seront à moi, me dit-il. Je me dis, je ne crains absolument rien. Et nous voilà au jardin public, avec nos enfants en train de jouer dans le bac à sable, et nous en train d'ouvrir les premiers boosters et les premiers paquets. Un peu étonnés par la lecture des règles, vraiment pas clair du tout en anglais à l'époque. On a essayé de comprendre comment ça marchait, et on a fait comme on pouvait. Il n'y avait aucune limitation à l'époque, on mettait tout et n'importe quoi. On avait les premiers jeux qui faisaient 200 cartes. Le plaisir a été là dès les premières parties, puis le Mops est rentré chez lui avec ses cartes. Et moi j'étais un peu comme un couillon, et j'ai pas tenu. Dès le lendemain, j'ai été au magasin acheter mes propres paquets pour moi parce qu'en fait ce qui me plaisait c'était la construction de paquets, c'était la combo. Pour imaginer les combos, pour faire ces paquets, il valait mieux avoir les cartes, je ne pouvais pas résister. Quand j'ai dit au Mops, je me suis acheté mes paquets, j'ai pris 2 paquets de base et 8 boosters. J'ai pris 8 boosters, oui parce que c'était un peu limité. Moi je vais en prendre 6 alors. Moi je vais en prendre 4 autres en plus alors. Et ainsi de suite, et on s'est retrouvé avec des dizaines et des dizaines de cartes. Moi j'ai commencé Magic en 2000 je pense, avec le bloc Carnage. Je suis au collège et je découvre le jeu parce que mon prof de technologie est champion de la légende des 5 anneaux, le jeu de cartes. Il nous fait jouer à la légende des 5 anneaux, le jeu de cartes à collectionner. Et parce que le marketing c'est plus fort que toi, après on joue tous à Magic plutôt qu'à la légende des 5 anneaux parce que Magic ça avait l'air mieux. Je me retrouve dès le collège, dès la 6ème je pense, à jouer pas mal à Magic et à être vraiment pris par le truc. J'ai commencé par faire des petits tournois sans grands enjeux, où c'était très rigolo parce que ma mère allait chercher toute la petite bande de joueurs, nous amenait jusqu'à la ville d'à côté parce que j'étais plutôt à la campagne. On jouait à Magic, elle rentrait chez nous, et le soir, la mère d'un pote venait nous chercher, ou ma mère des fois, parce que c'était un peu la plus cool. Et oui, les tournois font partie de l'histoire de Magic, autant que de l'histoire des joueurs. Et l'on s'est dit qu'on allait continuer de compter cette partie de la grande histoire à travers la magie des petites histoires. Alors, les tournois à Magic, qu'est-ce que c'est? Ce sont des règles, ce sont des grands moments, ce sont des moments carrés avec parfois de l'argent à la clé et donc un certain sérieux. Ce sont des moments qui nécessitent des professionnels autant que des passionnés, que ce soit du côté des joueurs que du côté des arbitres. Ce sont des gens qui viennent chercher des choses sérieuses, mais ce sont aussi des gens qui viennent s'amuser. Ce sont des gens qui viennent échanger, vivre des instants autour du jeu, mais autour de ce que procure le jeu. Et ça, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui de visiter avec nous et avec nos invités du jour. Alors installez-vous confortablement, aiguisez votre baguette et préparez-vous à entrer dans le cercle des tournois. Les premiers tournois que j'ai fait, c'était beaucoup les avant-premières, qui est les moments où on découvrait les cartes. T'ouvrais des boosters et oh, il y a ça dans l'extension, c'est trop bien. J'ai commencé à faire toutes les avant-premières, qui étaient des tournois qui attiraient pas mal de monde à cette époque-là. J'ai entre 10 et 11 ans, quoi. Donc c'est vraiment, je suis le gamin des tournois, quoi. Et vraiment, ça m'éclate de dingue, quoi. Évidemment, je suis vraiment nul à chier. Je finis souvent dans les 15 derniers, mais vraiment, c'est un plaisir de jouer contre des adultes plus forts que moi, de discuter, d'échanger des cartes, de découvrir le truc. Quand j'arrive à la fac, je suis en centre-ville de Poitiers, du coup, à l'époque. Il y a une boutique locale. C'est le moment aussi où Wizard a décidé que les boutiques seraient les endroits où on ferait des tournois, et ferait des tournois tout le temps, des tournois pas très chers et pour pas beaucoup de joueurs. Ce que Magic appelle les Friday Night Magic, pratiquement tous les vendredis pendant 3-4 ans, quoi. J'intègre la communauté de Poitiers, qui a l'air un peu cheesy comme ça, mais où il y a une vraie communauté, des gens qui ont vraiment envie de jouer, et c'était ultra chouette de rencontrer du monde. Et on commence à faire un peu des tournois un peu plus loin, à prendre la caisse le dimanche matin à 6h et aller jusqu'à la ville qui est 1 heure de route, la ville qui est à 3 heures de route, et aller faire des tournois un peu plus importants avec un peu plus d'enjeux. Je me suis tourné vers l'arbitrage, qui est assez statué et structuré dans Magic. Le premier test d'arbitrage, c'est un entretien avec un arbitre de plus haut niveau et un petit questionnaire de règles, mais qui est vraiment, si tu sais bien jouer, tu sais répondre à ce truc. Le niveau 2, c'est des situations de jeu réelles et la manière dont tu résous le problème de règles et la manière dont tu réagis envers les joueurs. On est en train de faire un tournoi, Arthur qui donne un coup de coude dans le deck de Nadège, il fait tomber tout son deck sur la table, qu'est-ce qui se passe, comment tu le gères et comment tu réagis vis-à-vis des joueurs. Pour passer niveau 2, il faut avoir arbitré un certain nombre de tournois, qui était, quand je fais un tournoi, j'ai des arbitres plus expérimentés que moi, ils m'observent et après ils
rédige un petit texte disant j'ai vu Théo, il est allé 5 fois aux toilettes, c'est quand même pas terrible. Et donc en 2009-2010, je commence à arbitrer des tournois plus importants, les grands prix, des tournois plus internationaux, on peut y avoir 1500-2000 joueurs. À l'époque, des niveaux 2, on était, je sais pas, mais pas énormes en tout cas. Les niveaux 3, qui sont les gens les plus importants, étaient 5 ou 6. Et il y avait un seul niveau 4 français, Kevin Després. Je suis arbitre professionnel depuis 2012, c'est-à-dire que c'est vraiment mon occupation à temps plein. Un des arbitres de plus haut niveau qu'on a en France. En 2002, là j'étais parti faire mes études sur Amiens. Tous les jeudis soirs, il y avait des joueurs qui se réunissaient dans un bar. Celui qui organisait ces réunions-là, qui s'appelle Sébastien Gauthier, me dit écoute, t'as l'air de comprendre les règles pas mal, est-ce que tu voudrais essayer de devenir arbitre? Je lui dis oui, bon, il faut faire quoi? Il faut que tu lises les règles. Bon, ça représente quoi? 144 pages sous Word, en police 12. Toujours avec Sébastien, on va jouer un tournoi et à la fin du tournoi, il demande au head judge du tournoi est-ce que tu veux bien lui faire passer le test d'arbitrage? Et l'autre fait ah ouais, attends, je crois que j'ai un test, que tout était sur papier à l'époque. Hein. Pendant le top 8 du tournoi, on m'installe dans la cuisine. On pousse le jambon d'un côté, on pousse le beurre de l'autre, et puis je m'installe au milieu en enlevant un peu les miettes. Tout ce que je dis est vrai, hein, j'en rajoute même pas. Et donc je passe ce test. Hein. Il s'avère que je le réussis. Puis après, donc j'ai commencé à aller arbitrer, et c'est seulement vraiment commençant à arbitrer que j'ai compris que j'étais nul. Parce que je me suis dit, bon, alors les règles, j'ai l'impression de les connaître, mais en fait, je crois que j'ai pas l'impression de comprendre ce que je fais. C'est-à-dire que sur papier, j'y arrive à peu près, mais alors, sinon, ça a l'air un peu plus compliqué. J'ai fait beaucoup de tournois, énormément de tournois. C'était pour moi l'essence du jeu. Ce qui me plaisait dans Magic, c'était de concevoir des paquets. C'était de concevoir des decks de combat, c'est-à-dire des decks qui pouvaient gagner un maximum de parties. Et surtout, j'adorais raisonner par rapport à ce que faisaient les adversaires, par rapport à ce que faisaient les tournois les uns après les autres, puisque en fait en tournoi, des mecs découvraient des paquets, imaginaient des paquets, on jouait, on voyait ce qui dominait, et le tournoi d'après, tout le monde jouait avec les paquets qu'avaient gagné les tournois précédents. L'idée maligne, c'était de deviner quel était le jeu, qu'allait contrer le jeu que tout le monde allait jouer, et donc essentiellement celui du tournoi précédent. Le bluff fait partie du jeu. Il y a une anecdote formidable d'un joueur qui joue, alors c'était dans les années 90, hein. Il joue mono bleu et en fait il a que des terrains, et il a une Masticore sur la table. Alors Masticore, ça fait défausser une carte à tous les tours. Et en main, il a un contresort et 5 terrains. Et il défausse le contresort. Ce qui n'a aucun sens stratégiquement, puisque c'est sa seule carte active. Et là, l'autre, il le regarde défausser son contresort, et il fait ah bah si t'en as défaussé des contresorts, j'ai aucune chance de gagner cette partie, donc je vais concéder. Ou si tu la vérité, ou si tu la légende urbaine, j'en sais rien. Mais c'est une histoire que j'aime bien raconter pour expliquer à quel point les cartes qu'on a en main, c'est à la fois un terrain de base et la meilleure carte de son deck. Le seul truc, c'est que l'adversaire, il a aucun moyen de le savoir. La dernière Coupe du Monde par équipe, il y a ce moment où on est à la dernière manche du dernier match. Le joueur français est mort et il lui reste, je sais pas, 3 cartes qu'il sauve dans son jeu et c'est à peu près tout. Moi j'arbitrais ce match et il pioche cette carte et lui, il la regarde. Et là, il y a un de ses coéquipiers qui se lève en hurlant, il claque la carte sur la table. Et en fait, c'est des moments c'était un moment qui était vachement intense. La France gagne la Coupe du Monde par équipe. C'est ce moment où je me dis, bon, ça fait vraiment plaisir. Bon, par contre, comme c'est en caméra, voilà, on va essayer de rester plus trop professionnel quand même. Ouais, bah c'est un peu ça. C'est-à-dire que comment est-ce que tu fais pour arbitrer les personnes que tu connais? Bah, en fait, l'avantage quand on a des règles à appliquer, c'est qu'au moins il y a une bonne base sur laquelle on n'a pas besoin de se demander si on connaît la personne. On arbitrait un tournoi à Annecy et on se retrouve à deck checker. Donc quand tu fais un tournoi de Magic, on peut vérifier ton deck pour s'assurer que t'es pas changé tes cartes entre deux parties et que tu joues bien avec des vraies cartes, que tu triches pas dans ton mélangeage, etc. C'est un truc que j'aimais bien parce que c'est un espèce de truc de Formule 1 où tu vas emprunter les decks des joueurs, tu vas vérifier que tout se passe bien, mais si tu le fais en 25 minutes, ton tournoi il va prendre 25 minutes de retard. Donc il y a ce côté de t'as pris les decks, tu te cales à la table, faut vérifier, faut trier, faut vérifier tout ça. Ce côté un peu stressant mais super excitant de tac 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 tac. Et le mec a une carte qui est clairement marquée. Une carte, il y a une petite trace d'ongle, on voit que clairement elle a été marquée. Et en vérifiant bien, il y a 4 cartes qui sont marquées, c'est les 4 mêmes, c'est des cartes assez clés dans son deck, c'est sûr que le mec il a triché. On fait une petite interview avec le gars, on le sort du tournoi, il n'a pas de grosse pénalité à part, bah monsieur, veuillez partir de ce tournoi, et on note pour s'assurer que vous le referez pas, quoi. Donc le mec se fait sortir du tournoi, et fin de la journée, bah tant pis, le mec est plus là. Le lendemain, le mec revient pour jouer sur un autre tournoi, que j'arbitre pas, mais il se fait ressortir pour triche, et quand il range son matos, un autre arbitre qui fait de la magie professionnellement voit le gars ranger tout son matériel, donc ses petits dés, ses tokens, etc., dans une trousse, qui était une trousse promotionnelle d'un truc de matériel de magie pour les pros. Clairement, le gars savait faire de la manipulation avec les cartes, avec ses jetons, etc., et l'utiliser pour être meilleur à Magic. Donc on était assez content de l'avoir attrapé, le magicien qui se fait sortir de Magic. Ensuite, je suis arrivé dans les tournois parce que je n'avais pas beaucoup d'argent, voire quasiment pas. Je ne pouvais pas me permettre d'acheter des dizaines et des dizaines de paquets à chaque fois qu'une extension sortait. Les tournois étaient le meilleur moyen
moyen, quand on se débrouillait bien en compétition, de gagner des cartes. Donc j'ai fait des tournois pour gagner des cartes. La dernière donc, Coupe du Monde par équipe, toujours, il y a ce moment où il y a un des joueurs français qui parle à son coéquipier, parce qu'on peut communiquer dans les tournois par équipe, et qui dit, bon... Je pense que je peux tuer je pense que je peux tuer sa bête là, mais après je crois que je peux plus le tuer. Je crois que j'ai plus rien dans mon jeu. Et l'autre lui fait, bah sinon tu peux le tuer lui, non? Fait ouais, mais s'il contre, on a perdu. Ouais, mais de toute façon on a perdu. Ah ouais, c'est vrai. Bon, tu prends 20. Et l'autre fait, ah bah ouais. Il y a un peu furtivement la détresse sur le visage du joueur d'en face qui dit, je viens pas de perdre cette partie. Il vient pas vraiment d'essayer de me tuer, alors que dans la vraie vie, il n'y a aucune chance que je meure. Ça, c'est un des raisonnements que j'aime beaucoup. C'est dit, bon, de toute façon, on a perdu. Donc, quel est le pire qui puisse nous arriver? On gagne. Bon, bah, on va essayer. J'ai une anecdote assez incroyable, je dirais, c'est la plus grosse anecdote en ce qui concerne les tournois. Moi et Magic. J'ai participé au premier championnat de France organisé par Wizards of the Coast. C'était au stade Charletti à Paris. Un gros tournoi avec des qualifications avant, etc. 300 joueurs, des poules de 150 et 150, c'était sur 2 jours. Je me souviens que j'étais malade, mais malade à en crever, c'est-à-dire que j'ai joué sans me rendre compte de ce qui se passait. J'avais un excellent deck, c'était les decks Necro, c'était un deck qui apparaissait avec une extension qui venait d'arriver. J'ai fait une première journée absolument incroyable. J'ai été qualifié pour la seconde journée. Et tenez-vous bien, j'ai été jusqu'en quart de finale. Je me suis donc retrouvé à une table, en train d'affronter quelqu'un. Et le résultat de cette manche faisait que le gagnant se retrouvait en demi-finale et donc qualifié d'office pour les championnats du monde. Et j'ai perdu. J'ai perdu dans un match, je ne vais pas le raconter là parce que ça va dépasser la durée de cette petite vidéo, mais ça a été un match épique. C'était en 3 matchs gagnants et on s'est retrouvé à 2 matchs gagnés contre 2 matchs gagnés. J'étais en train de lui défoncer sa gueule d'une force incroyable. Je prends conscience que j'allais gagner le tour d'après. J'avais vidé complètement son paquet, j'avais un deck qui vidait les cartes, enfin bref. Le type était dépité. Il pioche sa dernière carte, je vais vous le faire. Il pioche sa dernière carte. Il lui restait, je crois, 20 cartes dans son paquet et une pour gagner une. Il pioche la carte et il fait « Je te draine ». Le seul drain life qui lui restait, c'est une carte qui va ponctionner les points de vie à l'adversaire. Il la pioche et il me tue et c'est lui qui va en finale. C'était un moment absolument incroyable. J'ai donc fini 5e du championnat de France 1995 à une marche d'aller au championnat du monde. J'ai commencé à me déplacer sur des tournois qu'on appelle des grands prix. Ça m'a permis de m'exposer à plein de choses complètement nouvelles, interagir avec des nouvelles personnes, le choc des cultures. Je suis allé à Moscou, parce qu'il y avait un tournoi en 2013. J'atterris à l'aéroport, je prends le train pour arriver en centre-ville, puis je prends le métro. En rentrant dans le métro, chaque fois que quelqu'un passe, j'entends bip bip, bip bip, bip bip. Ok, bon, je vais prendre le métro, j'arrive à l'hôtel. Le lendemain, on arrive sur le tournoi, bon, on s'occupe du tournoi, puis le samedi, à un moment, réunion dans la salle là-bas, j'y vais, et on me dit, bon, on a 2 personnes qui viennent de rentrer dans la salle, quand ils sont passés sous le portique, ça a sonné, on leur a demandé s'ils avaient des armes, ils ont laissé les armes aux gardes de sécurité en disant, on les reprend quand on sort, et là, dans ma tête, se passe ça faisait énormément bip bip dans le métro. D'accord. J'ai fait un tournoi d'importance à Lille. Il était d'importance parce que les organisateurs avaient réussi à avoir l'auteur de Magic sur place, Richard Garfield en personne. C'était un gros tournoi, hein, et Richard, forcément, pouvait faire des dédicaces. Il était donc installé à une table et les gens faisaient la queue pour faire signer leurs cartes. Moi, à l'époque, il était hors de question que quelqu'un signe une de mes cartes, même Richard Garfield. J'ai quand même fait la queue. J'ai fait la queue parce que j'étais un des tout premiers à m'être fait imprimer sur mes t-shirts des cartes Magic. En général, je me faisais un t-shirt en fonction du paquet que je jouais. Donc à l'époque, je dois l'avoir dans un carton, c'est quand j'aurais dû le monter. J'avais un t-shirt avec une meule imprimée, une millstone, bord noir, super belle. J'ai fait la queue et arrivé devant Richard Garfield, j'ai retiré mon t-shirt, j'ai donc été torse nu, abdos apparents. J'ai fait signer mon t-shirt par Richard Garfield et je l'ai remis. Donc j'ai un t-shirt avec une meule signée par Richard Garfield. J'ai une anecdote cringy avec Richard Garfield où je l'ai rencontré quand on bossait chez Yellow sur King of New York. Je suis pas très fanboy dans la vie, mais là j'étais un peu genre oh, c'est Richard Garfield. Et on a fait une photo, ce que je fais jamais. La photo est ultra creepy parce que Richard est super droit, moi je suis à côté et j'ai vaguement ma main sur son épaule et on voit que vraiment il est genre
Je te connais pas bien, tu me touches. C'est un joueur qui s'appelle Gabriel Nassif, toujours un bob jaune. D'ailleurs, son pseudo en ligne, c'est Yellow Hat. On est au championnat du monde à New York en 2007. Il a complètement perdu sur la table. Il pioche une carte. C'est la carte qu'il lui faut. Et le temps qu'il réfléchisse pour savoir si ça suffit, il n'y a pas beaucoup de réactions. Et puis la partie est streamée et là, on entend avec quelques secondes de décalage du coup, on entend le public qui est à pourtant 100 mètres qui hurle. Et donc là, il y a le redécalage, ça revient. Et Gabriel Nassif qui entend ça et qui comprend immédiatement, bon, que de toute façon, si vous voulez bluffer, c'est raté, et qui met la main à côté de son oreille comme ça. Et du coup, le public, toujours avec ce décalage, le voit faire ça et le public hurle encore plus. C'est une des rares fois où j'ai vu quelqu'un vraiment jouer avec le public. Au début, il y avait très peu de tournois organisés de manière officielle par Wizards of the Coast. C'était une association parisienne qui s'en occupait. Les choses devenant sérieuses, Wizard a commencé à faire les choses, on va dire, carré, organisé. Ils ont mis la mainmise sur tous les tournois. Et un jour, c'était il y a 25 ans exactement, par l'entremise du magasin où bossait le MOPS, un tournoi d'ampleur régionale avec une qualification quelconque a été organisé et on avait débarqué un petit jeune pour chapeauter tout le tournoi. Ce petit jeune, avec qui on a fini au restaurant après le tournoi, n'était ni plus ni moins que Manu Beltrando. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est quelqu'un qui a bossé chez Asmodée, il a organisé la première Gen Con, et puis il est passé chez Asmodée en tant que directeur de collection, ou je sais plus quoi, puis il a monté sa maison d'édition, il a été auteur de jeux, enfin bref, voilà. Il y a 25 ans, par l'entremise de Magic, j'ai rencontré Manu Beltrando. On était à Essen avec Antoine, et Antoine échangeait des cartes avec un mec du milieu qu'on aimait bien. Essen, il ramenait ses classeurs, donc c'était l'occasion de récupérer des cartes, de discuter, etc. Et Antoine récupère une carte qui s'appelle Berceau de Gaïa, qui est une carte assez importante et vraiment très très forte. Antoine est trop content de la récupérer, et il récupère sa carte pour la mettre dans un de ses decks. C'est un chouette moment. Et là, il y a Mike Elliott qui passe derrière et fait « Oh, j'ai designé cette carte ». On s'est retrouvé à faire une photo d'Antoine et de Josh, le copain qui ramenait les cartes, en train de poser avec la carte, et Mike Elliott derrière qui est genre « C'est moi qui l'ai fait !» Fin 2018, il y avait un Grand Prix à Varsovie. J'ai croisé un nombre de personnes que j'avais pas vu depuis 10 ans, qui était impressionnant. Et je me suis dit « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» Il fait « Ah bah on est venu avec machin et truc !» C'était 3 joueurs de Magic qui s'étaient pas non plus trop vus, qui s'étaient dit « Ah, on ferait bien un week-end ensemble, donc qu'est-ce qu'on fait ?» Bah on va aller au même endroit. Cet endroit, c'est un tournoi de Magic. Bon, en vrai, ça fait 3 heures qu'on est là et on va plutôt aller visiter parce qu'on s'est rendu compte que finalement, ce qu'on avait envie, c'était de passer un week-end ensemble. Ça correspond tout à fait à cette casualisation du jeu. Magic, c'est un jeu où on dit tiens, bah, on a un truc en commun. Au pire, si on sait pas de quoi parler, on peut parler de Magic. Ça m'a permis de rencontrer plein de gens que je vois encore ponctuellement, que je croise. Pas mal de boutiquiers sont des arbitres de Magic, parce que comme pour gérer un tournoi, il fallait un arbitre, bah, c'était pratique. Ça m'a aussi aidé et donné envie d'aller dans le milieu du jeu, parce que bah, ça m'a fait rencontrer plein de gens formidables qui étaient liés ou moins connectés à ce milieu-là. Ce qui est amusant, c'est que ce sont les tournois qui m'ont fait arrêter Magic. J'ai arrêté Magic à peu près en 1996-1997. Les tournois me procuraient la seule chose qui m'intéressait dans Magic, c'est-à-dire réfléchir. Quand une extension arrivait, c'était réfléchir au meilleur combo. C'était trouver les jeux qui allaient fonctionner en tournoi, c'était affronter des joueurs avec des decks innovants, c'était surprendre, s'adapter à ce qu'il y avait en face. À l'époque, il n'y avait pas Internet, ou très peu. Quand on a commencé, Internet était vraiment naissant. On avait le Minitel, qui était là en France, Minitel, mais en fait, il y avait très peu de choses pour communiquer. Le seul moyen de savoir ce qui fonctionnait, c'était d'aller sur les tournois. Et puis, Internet est arrivé, c'est démocratisé, les revues sont arrivées, Lotus Noir je crois et d'autres, et à l'intérieur il y avait des astuces, il y avait des comptes rendus de tournois, et puis par Minitel, les gens échangeaient leur deck de tournoi, et en fait c'était super frustrant. Quand on arrivait au tournoi, il y avait déjà des tas de decks qui circulaient, qui étaient connus de tout le monde. En plus, quand vous aviez eu, vous, l'idée d'un deck, et que vous étiez tout content de vous, il y avait toujours quelqu'un qui vous disait « Ah, mais c'est le deck de Didier Gourdou, il a joué ça la semaine dernière à Bordeaux, et ça gagne tout. » Mais non, c'est moi qui l'ai inventé. Donc ça, c'était très frustrant. Je me souviens d'un tournoi sur Paris, les Ice Age venaient de sortir, et juste après le tournoi, ils annoncent que les doubles terrains sont interdits. Et moi, j'avais un deck avec des tas de doubles, je vais avoir 20 doubles terrains dedans. Et ça m'a mis dans une colère. Moi, j'achetais pas vraiment beaucoup d'extensions, je faisais beaucoup d'échanges, donc c'est très compliqué de se procurer des cartes. Quand j'ai conjugué à la fois cette frustration d'avoir des gens qui jouaient des decks qui étaient trouvés sur Internet, et le fait que Wizards of the Coast limitait toutes les cartes, interdisait les doubles terrains, j'ai dit stop, ça m'énerve, ça suffit, j'arrête là. Je me souviens que j'ai commencé à vendre mes cartes à la fin du tournoi, j'ai vendu mes doubles terrains, à l'époque j'en avais pour une fortune, puis je suis rentré sur Orléans, j'ai pris des sabots pour le blackjack, j'ai mis mes cartes à l'intérieur, j'avais mis des rares, j'avais mis des communes, j'avais mis des peu communes, et je faisais payer 5 €. Non, c'est des francs à l'époque. Je faisais payer 5 francs à l'époque pour piocher un certain nombre de cartes. Alors 5 francs, t'avais 10 cartes, 10 francs, t'avais 25 cartes, et j'ai vendu toutes mes cartes, et je me suis acheté un vélo. Et je me suis acheté un beau vélo.
J'ai arbitré plein de tournois, je suis allé faire des grands prix à Strasbourg, à Paris, à Lille. On faisait un peu tout avec ma bande de potes, où eux ils jouaient et moi j'arbitrais. Jusqu'à ce que je trouve un travail et que je commence à bosser pour Yellow. Entre les salons de jeu et la vie, j'avais plus le temps d'arbitrer, donc j'ai un peu arrêté Magic. Que j'ai repris avec Magic Arena, qui est la version en ligne auquel je joue vraiment pas mal maintenant, pratiquement tous les jours, où j'ai un peu le plaisir de Magic, mais sur un ordinateur, ce qui est un peu plus facile, quoi. Les tournois, pour certains, prennent fin. Et pour d'autres, la passion de Magic continue sous d'autres formes. Vous l'aurez compris, par cette vidéo, nous initions la suite de nos vidéos autour de Magic. Autant la première était évidente, nous étions assis avec Croc et Croc s'est lancé à raconter ses anecdotes d'époque. Et là on s'est dit, punaise, mais il y a un sujet là, mais vite, enfin, il faut qu'on s'assoie et qu'on enregistre. Et forcément, cette vidéo nous a excités. Et on a été très contents de voir qu'elle vous a excités aussi. Sauf que le problème, c'était de quoi parler ensuite. Voilà, on voulait continuer de parler de Magic, mais avec quoi? Alors on s'est dit, au vu des gens qu'on connaissait, et si on parlait des tournois? Au fur et à mesure, d'autres sujets ont commencé à émerger dans nos têtes. On espère que celui-là vous a plu. S'il vous a moins intéressé, ne vous en faites pas, on va parler de plein d'autres choses. Et puis si vous intéressez, n'hésitez pas à le marquer et à vous aussi échanger vos anecdotes de tournois liés à Magic. Quant à nous, on se retrouve très certainement bientôt pour parler d'un autre sujet magique. Et peut-être pour continuer cette histoire de parler de Magic maintenant, de parler de Magic à travers les arènes numériques. Peut-être pas, alors c'est pas encore trop. Mais bon, à un moment, quand même il y a des chances. Ce que je retiens de Magic, c'est que ça reste pour moi l'un des meilleurs jeux qui existent au monde, l'un des jeux qui m'a procuré le plus de plaisir. Je garde aussi le fait que c'est lui qui a tué notre pratique de jeu de rôle, parce qu'à l'époque, on ne faisait que jouer au jeu de rôle avec une bande de potes. Magic s'est glissé entre chaque session de jeu, bouffant de plus en plus de temps, et ça a tué notre pratique du jeu de rôle. Mais c'est Magic qui m'a amené un peu plus vers le jeu de société, et c'est, on va dire, un petit peu la pratique de Magic à outrance qui m'a amené à jouer de mieux en mieux au jeu de société, et finalement de monter Trick Track. C'est ça qui est fou, si on regarde bien. Un jeu de rôle, Magic, jeu de société, Trick Track. Elle est pas belle la vie?